sur les impacts environnementaux des organisations humanitaires, comment les réduire grâce aux matériaux biosourcés. Donc, on est encore aujourd'hui, moi-même, Carolina Zabdelski et Perrine, pour vous présenter un peu plus en détail la partie concernant la solution de fin de vie qui ont été étudiées dans le cadre du projet Bio for Human. Je peux passer. Merci. Juste quelques rappels pour ceux qui n'étaient pas là, les premiers webinaires. Donc, vos micros et vidéos sont ouverts. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Comme je vous ai dit, donc, la réunion est enregistrée et elle sera partagée par la suite dans notre site web de bioforhuman.eu. Donc, n'hésitez pas aussi à aller accéder si vous avez envie. Et de vous connecter sur notre réseau directement sur LinkedIn ou Instagram. Donc, juste pour un petit peu les sommaires, donc, je vais représenter un peu le projet européen pour ceux qui n'étaient pas présents lors du premier webinaire. Les défis et les pistes envisagées, suivis par les solutions de traitement de fin de vie. Et voilà, une analyse comparative entre les différentes solutions et des conclusions, donc questions-réponses, si vous en avez. Donc, juste un petit rappel, comme a été présenté aussi lors du premier webinaire, juste quand on parle de matériaux biosourcés, quelle est la différence? Donc, on va parler vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Je vais juste couper du son. Ah, merci. Quand on parle des matériaux biosourcés, on parle vraiment d'un matériau qui vient de l'origine végétale, okay? Donc qui peut va pouvoir capter du carbone pendant sa phase de croissance et on va venir comparer à des solutions qui sont pétro-sourcées, donc du pétrole, comme les plastiques qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, on va voir donc, dans le cadre du projet Bio for Human quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'avoir un produit biosourcé par rapport à un produit pétrosourcé. Et dans le cadre de ce webinaire, on va venir plus parler de comment traiter et améliorer les traitements de ces produits biosourcés aussi. C'est permis. Donc, juste un petit rappel du projet Bio for Human. C'est un projet européen qui a été initié en janvier 2024 et qui sera fini en juin 2026. Donc, on est vraiment dans le dernier semestre de ces projets, ayant pour but d'identifier les solutions biosourcées pour les gestions des déchets applicables au secteur humanitaire. Donc, ce projet européen, il est composé de 10 partenaires qui ont des approches et de qualités différentes, donc de multi-acteurs qui vont venir donc, contribuer. Donc, Willou, par exemple, expert dans la partie analyse du cycle de vie, avec d'autres acteurs comme les aides humanitaires, PIN et PA, mais aussi d'autres centres d'expertise ou même des universités qui vont venir renforcer l'étude et les projets. Donc, les objectifs du projet Bio for Human, c'est vraiment d'évaluer dans quelle mesure les solutions innovantes et matériaux biosourcés ils peuvent être appliqués aux aides humanitaires. Donc, on avait mis définir et répertorier les besoins du secteur pour ensuite évaluer les différentes solutions d'origine biologique disponibles. Donc, ça, c'était fait dans le cadre des livrables du projet. Donc, si vous avez envie, intérêt de connaître un peu plus dans le détail, n'hésitez pas à consulter notre site web pour avoir les plus d'informations. Et à partir du moment où on a identifié ces solutions d'origine biologique, donc les biosourcés, on est venu de faire une analyse du cycle de vie de ces solutions, une analyse environnementale pour évaluer les impacts environnementaux et pouvoir aussi les comparer aux solutions
des références, donc pétrosourcées, qui existantes. Ensuite, donc, on a fait l'état de l'art, donc on a collecté les informations aussi sur les traitements de fin de vie, donc le traitement de gestion des déchets pour l'aide humanitaire. Et c'est dans ces cadres-là qu'est est concentré le webinaire aujourd'hui. Donc là, on va passer, donc c'est les travail de work package qu'on est en train de travailler aujourd'hui. C'est une analyse aussi socio-économique, donc on parle pas que de l'analyse environnementale des solutions, on va aussi faire une analyse sociale et une analyse économique pour l'implémentation de ces solutions qui ont été identifiées. Ensuite, si tu veux. Voilà, donc on va pouvoir faire l'évaluation de la performance, va être définie et établie dans les cadres du livrable 6.1. Donc, c'est un livrable qui est dû pour février 2026 et donc avec une étude de faisabilité de ces solutions. Et spécifiquement pour les DRC et les Soudans du Sud, que c'est les deux cas d'étude du projet BioForHuman. Et à la fin, donc les buts, c'est vraiment d'établir des lignes directrices et des recommandations, que ce soit au niveau des décideurs politiques, mais aussi des acteurs du secteur biosourcé, les acteurs des aides humanitaires, mais aussi la communauté scientifique de tout ce qui concerne, par exemple, des méthodologies ACV à prendre en compte. Donc, juste pour un petit rappel, c'est quoi l'analyse du cycle de vie? Donc, tu peux garder, Perrine. Merci. Juste un petit rappel de l'analyse du cycle de vie, encore pour ceux qui n'étaient pas là au premier webinaire. Donc, c'est une analyse environnementale, elle est normée. Donc, il y a deux normes, ISO 14040 et 44. Il va permettre d'évaluer un ensemble des indicateurs environnementaux. Donc, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais on pourra aussi regarder, par exemple, l'épuisement des ressources en eau, des ressources fossiles, des ressources autres abiotiques, etc. Et aussi, on va regarder l'ensemble du cycle de vie. Donc, ça veut dire qu'on va regarder juste à l'extraction des matières premières qui sont utilisées, ensuite l'acheminement de ces matières jusqu'au centre de production d'un produit, la production elle-même, donc toutes les consommables, tous les déchets, etc. Et ensuite, toute la partie logistique, utilisation et enfin, la fin de vie. Donc, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas présents dans le premier webinaire, donc, quels sont les défis des aides humanitaires? C'est qu'en fait, on a des matières premières qui sont produites dans un endroit, elles sont acheminées dans un autre endroit pour être euh, passer par un procédé de fabrication pour avoir un produit. Et de la même façon, on a aussi les emballages de ces produits qui sont, dans la plupart des cas, les matières premières de ces emballages sont produites dans un certain endroit, ensuite acheminées dans un autre pour être produit et ensuite assemblées. Et à partir de ce moment où le produit il est assemblé et emballé, il est donc envoyé aux aides humanitaires. Et à partir du moment qu'il est utilisé, il peut être aussi réemployé. Et dans la plupart des cas, on a donc des constats qu'on a eus, donc des décharges à ciel ouvert. On a aussi des dispersions des déchets dans la nature. Et ce qu'on essaye de voir, c'est comment optimiser donc, cette partie de fin de vie, qui c'est un jeu majeur, pour réduire donc la problématique des dispersions des déchets dans la nature et pouvoir aussi avoir des bénéfices liés à des possibilités de solutions de fin de vie pour les produits qui sont utilisés. Donc, en effet, je pense que je peux prendre la main à Pas... partir d'ici. Tout à fait. Vas-y, Perrine, Donc, merci. en effet, comme Carolina l'a dit, donc c'est vraiment au niveau de cette fin de vie qu'on peut avoir des problèmes locaux majeurs,
donc je pense que vous le savez vous-même premièrement. Et donc, en fait, cette mauvaise gestion des déchets, donc non seulement, bah, on va dire que ça peut être une population, on va dire une pollution, hein, on va dire visuelle, mais surtout une mise en danger des populations parce que avec ces déchets, on peut transmettre des maladies, des bactéries, etc. On peut polluer l'eau et on peut polluer les écosystèmes. Donc, on va avoir une perturbation de l'environnement à cause de cela. Donc, c'est pour ça que donc Bio4Human s'est concentré sur cette partie-là pour identifier des solutions d'emballage biosourcés, mais aussi biodégradables, pour que vraiment, à la fin de vie, ces solutions de packaging puissent se dégrader et dans des composts, donc qui sont plus faciles de mise en œuvre, mais aussi dans d'autres solutions qu'on va vous présenter par la suite et qu'elles puissent se dégrader naturellement sans forcément se retrouver dans des décharges à ciel ouvert comme celle-ci. Donc, pour optimiser la gestion des déchets organiques biodégradables, on a identifié deux solutions en plus du compost. On va avoir une première solution, c'est la bioconversion des déchets organiques ou des déchets biodégradables par les larves de la mouche soldat noir. Donc c'est quelque chose qui est assez bien mis en place de nos jours et c'est une solution qui environnementalement peut avoir des bénéfices et qui en plus va nous permettre de produire, de non seulement gérer les déchets, mais de produire de la nourriture animale en fait qui sera riche en protéines et en graisses pour des élevages locaux. Donc ça, c'est un avantage. Et puis une deuxième solution, c'est la digestion anaérobique, où là, en plus de digérer les déchets, on va avoir une production de biogaz. Donc on va avoir une production de méthane qui va pouvoir être stockée et ensuite réutilisée. Donc ça va être une option aussi d'approvisionnement de chaleur, en fait, d'une certaine manière. Donc on va vous présenter un peu plus en détail ces des solutions. Pour commencer, je vais vous présenter donc la conversion par la mouche soldat noir. Donc en anglais, c'est Black Soldier Fly. Donc on retrouve souvent l'abréviation BSF. Donc en fait, ce setting, il va permettre de digérer les déchets organiques sur un délai de 14 jours ou plus. Et en fait, donc non seulement il va réduire le volume des déchets de 50 à 80% parce que les larves en fait de cette mouche et cette mouche vont vraiment digérer le déchet, mais en plus de ça, elles vont produire des larves qui vont pouvoir être séchées et qui vont servir de nourriture aux animaux. Donc du coup, donc c'est vraiment un avantage parce qu'on a une double fonctionnalité grâce à cette solution. On a par contre des contraintes. Par exemple, il faut forcément être dans un lieu chaud, compris entre 24 et 30 degrés. Donc, il faut que le climat soit stable, avec une humidité stable. Donc, par exemple, vous pouvez voir sur la photo à gauche, on est plutôt sous une serre, par exemple. Donc, ça demande un petit peu d'installation. Mais voilà, on sait que ça fonctionne. Sur le continent africain, il y a plusieurs études qui existent où ça montre que ça fonctionne et que ça peut être implémenté en formant les populations locales, etc. Ça se fait apparemment assez bien. Et donc, on produit de la nourriture animale, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que dans les déchets qui restent, donc dans les 50 à 30% restants de déchets, en fait, on va avoir une, un digestat qui va être concentré en atomes fertilisants, en molécules fertilisantes qui vont pouvoir être utilisées comme engrais pour l'agriculture. Donc, c'est aussi quelque chose qui est intéressant et qu'on va étudier aussi d'un point de vue environnementalement. Qu'est-ce que ça nous permet de gagner d'utiliser cette technologie-là d'un point de vue environnemental? Donc aussi dans les slides, dans les diapos qui vous seront partagés après, vous pourrez aller voir par exemple le lien que je vous ai mis ici, qui vous donnera plus de détails sur comment ça s'implémente et quels en sont les bénéfices. Donc l'impact sur l'environnement du Black Soldier Fly. Donc en fait, on peut voir donc à gauche du graphique l'impact sur l'environnement direct, donc représenté ici par une colonne en bleu, un histogramme bleu.
Et en fait, cet impact sur l'environnement, il est dû par les émissions directes. Lorsque la larve et les mouches vont digérer la matière organique, elles vont rejeter notamment de l'ammoniac, qui va être particulièrement polluant, à l'émission sous forme, enfin, surtout en émission à l'atmosphère. Et aussi, on a une pollution qui vient directement du fait qu'on a besoin d'une consommation d'électricité. Cette consommation d'électricité, elle n'est pas vraiment pour la phase de digestion, c'est surtout pour le broyage manuel des déchets, parce qu'en fait, ces déchets, on ne peut pas les mettre simplement pour améliorer l'efficacité du procédé. Il faut qu'ils soient légèrement broyés, mais ça peut être fait mécaniquement comme ce qui est considéré ici, mais ça peut aussi être fait assez facilement de manière manuelle. Donc, c'est des impacts environnementaux, on va dire, qui sont évitables. Et puis ensuite, les larves, une fois qu'elles sont produites, avant de les donner en nourriture, il faut qu'elles soient séchées. Et donc, soit on a l'option de sécher au sein de fours ou des cuves, mais dans des pays ensoleillés, on peut tout faire opter pour un séchage naturel, ce qui permet aussi de limiter les impacts environnementaux. Ensuite, on a des crédits en fait associés à ce processus, c'est ce qu'on peut retrouver à droite et à valeur négative. Donc en fait, cet impact environnemental précise qu'en fait, en produisant cette nourriture animale par les larves et aussi en produisant un engrais, et ben en fait, on va éviter la production d'engrais du marché, d'engrais commerciaux aussi éviter la production, par exemple, de soja, qui pourrait être utilisé comme nourriture animale. Donc en fait, c'est un impact environnemental évité et c'est ce qui est représenté ici. Donc c'est aussi un point intéressant de cette technologie de fin de vie. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette technologie de fin de vie? Ou est-ce qu'il y a un retour d'expérience, par exemple? Oui, Julien. Ah oui, Julien. Oui, merci. Euh, je pense que Monsieur Louange vient de se joindre au webinaire et juste informer Mhm. que Ali implémente un projet similaire donc sur la moussole noir et il D'accord. est celui qui est le chef de ce projet. Et je pense qu'il peut avoir assez d'expérience à partager concernant euh, le projet en question ou la Mhm. technologie de la moussole noir. D'accord. Du coup, n'hésitez pas à partager votre retour et même après par la conversation si vous en voulez. Oui. Merci beaucoup. Mon nom, je m'appelle Monsieur Louange. Je suis de Bukavu, Mhm. à l'est de la RDC. Comme vient de le dire Monsieur Julien, ça fait plus de 2 ans que nous pilotons un projet sur la mouche soldat noire, la technologie de la mouche soldat noire. C'est le projet communément appelé BIBEST, qui est un projet régional car il est effectué dans 4 pays africains, dont le Mali, le Ghana, le Niger et la RDC. Au niveau de la RDC, nous l'effectuons dans 2 provinces. Il y a la province ville de Kinshasa et la province Sud Kivu, particulièrement dans la ville de Bukavu où Ali pilote ses projets. Et évidemment, c'est un projet multidimensionnel dans le sens où il englobe plusieurs aspects. Premièrement, c'est l'aspect entrepreneurial, voir comment relier l'aspect gestion des déchets à l'aspect production agricole ou production des aliments pour les animaux.
Deuxièmement, c'est l'aspect des recherches où on veut pratiquement savoir euh, en quoi les larves ou l'engrais organique ici des mouches soldats noirs valoriseraient premièrement certaines cultures maraîchères, deuxièmement certaines filières animales dont le porc, le poisson, la volaille. Ce sont les aspects que nous essayons de traiter avec les partenaires locaux, les institutions de recherche. Et évidemment, nous sommes à la fin de la première phase pilote où je crois que d'ici le mois de février 2026, nous aurons certains résultats préliminaires ici de ces recherches. Et évidemment, nous essayons également de dégager une sorte de business model lié à cette technologie parce que la finalité serait euh, de garantir une certaine profitabilité liée à ces systèmes-là. Euh, Brièvement, c'est ça ce que fait Ali avec d'autres partenaires régionaux. Merci. Merci beaucoup pour le partage. Je pense super intéressant et c'est quelque chose peut-être qu'on doit garder en contact, si Julien, si, il y a des sources d'informations qui vont venir à s'ajouter aussi pour notre livrable final de publications et informations sur les solutions qu'on envisage dans le cadre du projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis aussi, ce sera, je pense, intéressant de voir vos premiers résultats suite au pilote, quels sont les retours, les points positifs ou négatifs. C'est intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre remarque sur le sujet ou sinon on peut passer à une autre technologie de fin de vie? Bon, je vais passer à l'autre technologie de fin de vie qui est donc la digestion anaérobique. Donc en fait, la digestion anaérobique, on a plusieurs technologies, mais qui fonctionnent globalement sur le même système. Donc en fait, comme vous pouvez voir sur ces trois graphes, sur ces trois schémas, on a en fait une entrée de déchets qui va venir dans un espace clos et fermé qui s'appelle donc dans le dessin le digester. Et en fait, dans ce milieu de digestion, on va avoir la digestion anaérobique car en fait, on va limiter l'apport en oxygène, ce qui va permettre de dégrader la matière organique sous forme de méthane notamment, sous forme de méthane et de CO2, mais principalement de méthane. Et en fait, ce méthane et ce gaz va remonter à la surface et ensuite, il va être stocké sous plusieurs formes. Donc, à gauche, on peut voir qu'il est stocké en dessous de cette espèce de dôme triangulaire. Il va être stocké en dessous de ça. Ensuite, on peut avoir des dômes qui sont plutôt fixes, où là, le gaz va monter un peu plus en pression. Et sinon, on va avoir un stockage, on va dire, avec un dôme souple, où là, comme vous pouvez voir en plastique sur la droite, que bon, on a la montée en pression qui va faire qui va faire monter ce dôme. Et donc, en fait, ce gaz, il est stocké pour ensuite être réutilisé la plupart du temps. Donc, en fait, le but de produire du méthane va être de produire un biogaz qui va avoir une forte valeur énergétique quand il va être notamment brûlé et ça va nous permettre d'avoir un apport en chaleur. Donc, ça peut servir pour des équipements de cuisine, ça peut servir pour chauffer des bâtiments, etc., selon l'installation qui est mise à côté de ces outils de digestion anaérobique. En plus de ce biogaz, on va obtenir un digestat donc comme pour le Black Soldier, la mouche soldat noir. Et ce digestat, il va pouvoir aussi servir de fertilisant parce qu'il va avoir une composition plutôt intéressante comme engrais. Donc,
On a identifié dans le cadre de notre projet quatre types de digesteurs anaérobiques. Donc, ce qu'on regarde en fait dans ces outils de digestion, c'est donc notamment l'apport de déchets qui est possible. Donc, en fait, selon le type de digesteur, on ne va pas avoir les mêmes déchets qui sont acceptés. Donc, par exemple, sur le premier, on va plutôt utiliser des déchets d'agriculture, donc de la paille, du foin, des déchets agricoles au niveau des tiges sèches, etc. On a d'autres technologies qui acceptent n'importe quel déchet organique, donc qui sont beaucoup plus versatiles niveau apport de déchets. Et puis enfin, on va en avoir d'autres où ça va être plutôt des déchets organiques des ménages, donc plutôt des déchets de nourriture, ou alors aussi je retrouve plus le mot en français pour animal manure, mais tout ce qui est euh, fumier, etc., qui peut rentrer dans L'élevage. Pardon? Élevage? C'est Oui, je crois que c'est l'élevage, oui. Oui, en effet, donc des trucs suite à l'élevage. Oui, les vaches, ok. Je n'étais pas sûre. Merci. Et donc aussi, l'avantage d'avoir étudié ces différents types, c'est d'avoir différents prix et donc différentes implémentations qui sont possibles. Et puis en plus de ça, on va avoir différentes matières premières en fait pour construire ces équipements. Donc d'un côté, on peut avoir des solutions tout en un où c'est juste acheter un module et puis ensuite l'implémenter directement sur place. Mais sinon, ça peut être aussi sourcé localement ou c'est des matériaux qui peuvent être plus disponibles à l'échelle locale, comme les pierres, le ciment, là, etc. Donc, ça peut être fait plutôt de manière manuelle. Euh, et, euh, et voilà, donc on va avoir différents matériaux, différents équipements qui seront nécessaires pour ces technologies. Donc, si pour la réutilisation du biogaz, on va avoir différents équipements additionnels qui peuvent s'ajuster à cet outil de digestion. Donc là, ça va vraiment dépendre de l'utilisation finale qu'on veut en faire. Et puis, voilà, on peut vous pouvez voir dans la dernière ligne que chacun de ces types de digestion anaérobique ont été mis en place dans différents pays. Et donc, c'est des solutions qui fonctionnent assez bien et qui aident à travers le monde à produire du biogaz. Quelque chose qui est intéressant partout, parce que c'est quelque chose dont on a besoin pour s'éloigner des ressources fossiles aussi, pour la production de chaleur. Hum, donc, en fait, ces équipements-là, on a essayé de regarder leur impact environnementaux. Donc, en fonction de ce qui consommait comme électricité, par exemple, et ce qui permettait de refournir en produits. Donc, vous pouvez voir sur le graphique en haut à gauche qu'on a en premier qu'on a à chaque fois des impacts et des crédits. Les crédits pour les quatre solutions de digestion anaérobique sont assez similaires. Ils représentent en fait des crédits associés au fait qu'on a de la production de chaleur et de la production de fertilisants qui sont évités de par la réutilisation du biogaz et du digesta. Et on a aussi des émissions, et ces émissions qui sont moindres, on va dire, par rapport à l'ampleur des crédits, proviennent de l'utilisation d'électricité et enfin la consommation d'énergie et l'étape de compostage du digesta. Donc, pour le premier cas, on voit qu'on a quand même des émissions qui sont bien inférieures parce que c'est une solution qui ne demande pas d'énergie additionnelle. Ce que j'ai oublié de présenter dans la slide précédente, c'est qu'en effet, chacune de ces solutions nécessite une température plus ou moins haute. Et donc, du coup, on ne va pas avoir la même consommation d'énergie nécessaire pour produire notre biogaz ou notre digesta. Donc, c'est ça qui fait une différence d'impact d'une solution à l'autre. Il est
important aussi de mentionner que dans cette modélisation-là, pour modéliser les impacts environnementaux, on n'a pas pris en compte l'impact des infrastructures et des différents matériaux sur l'environnement parce qu'on considère que sur une durée de vie assez grande, l'impact de l'infrastructure sera négligeable. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui n'est pas pris en compte dans cet impact environnemental. Ce qui était important aussi dans le projet, c'était de faire donc une analyse de sensibilité, parce qu'en effet, selon là où on se trouve, l'énergie consommée comme l'énergie, on va dire la chaleur évitée, la production de chaleur évitée, a un impact environnemental différent. Il avait été présenté dans le webinaire précédent que en République démocratique du Congo, et on avait déjà pas mal de chaleur du grid du mix qui provenait en fait de biogaz en lui-même. Donc on a déjà un approvisionnement de chaleur qui est plutôt bon, on va dire, environnementalement, alors que au Soudan du Sud, par exemple, la chaleur est principalement produite à partir de combustion d'huile. Donc là, on va avoir un impact environnemental plus conséquent dû à cette chaleur. Et donc, vous pouvez voir sur ce graphique en haut à droite qu'avec un mix électrique et énergétique global, donc on a des impacts et des crédits comme on peut retrouver à gauche. Mais ensuite, si là on applique les mix électriques et énergétiques de RDC, et ben on va avoir des impacts environnementaux légèrement réduits parce qu'en effet l'électricité nécessaire, elle est plutôt propre parce que c'est de l'énergie hydraulique et donc d'origine hydraulique. Et aussi du coup les crédits au fait qu'on a évité de la production de chaleur vont être légèrement inférieurs parce que cette énergie-là a moins d'impact qu'habituellement. Et on peut voir que dans le cas du Soudan du Sud, on retrouve avec cette énergie, on va dire un peu plus carbonée, on retrouve des crédits et des impacts similaires au mix global qui a été pris. Donc, ce qu'on peut conclure avec ça, c'est qu'en RDC, c'est une solution particulièrement intéressante. Ensuite, un point important qui a été remarqué, c'est qu'en fait, la digestion anaérobique, on va avoir donc production de chaleur et de digestat qui va permettre de faire office de fertilisant. Mais si on utilise la digestion anaérobique dans un milieu urbain, le digestat, en fait, le produit du compost, il ne va pas être réémis dans des champs ou il ne va pas pouvoir être réémis à la nature. Donc souvent, il va se retrouver plutôt dans des systèmes d'égout. Et là, on va avoir, donc non seulement on ne va plus avoir de crédit associé à l'utilisation de fertilisants évités, mais on va avoir en plus des impacts dus au traitement de ce compost-là, de ce digestat-là. Donc en fait, nos impacts environnementaux en valeur positive vont être d'autant plus importants et le procédé va être un peu plus impactant. Voici pour l'analyse qu'on a fait dans le cadre du projet Bio for Human. Est-ce que vous avez des remarques sur le sujet? Bon, dans ce cas-là, je pense que je peux vous présenter un dernier graphe. Ah oui, Julien, pardon. Je viens de voir la main levée. Désolé, c'est juste pour informer que parmi les participants, il y a une organisation qui a collaboré avec Louvain Corporation et Mhm, qui met en œuvre un projet biogaz au Sud Kivu. Ils ont 2 digesteurs. Bon, c'est vrai qu'ils auront la parole pour peut-être développer un peu plus. Mais parmi les participants, il y a ceux qui mettent en œuvre un projet biogaz. J'avais aussi une question mhm, euh, euh, sur le biogaz. Dans l'analyse du cycle de vie, j'ai vu que vous avez beaucoup plus évoqué la consommation d'énergie quand il mhm. faut préchauffer les digesteurs.
soit en conditions mésophiles ou thermophiles. Mhm. Mais j'aimerais poser une question ou avoir des informations sur euh, les émissions en question qui se font pendant le pré-traitement de substrats, donc de déchets qui sont alimentés dans les digesteurs ou leur stockage, et pendant également le stockage du digestat. Est-ce que c'est les impacts de ces émissions ou ces émissions ont-elles été évaluées pendant l'étude? Il me semble pas. On n'a pas étudié l'impact, on va dire, de l'approvisionnement des biodéchets. Et en effet, pour le stockage du digestat en post-digestion, ça n'a pas été étudié non plus. On a juste étudié le fait que ce digestat, une fois qu'il se retrouve en tant que compost, quelle proportion de carbone, on va dire, va être réémis à l'atmosphère et produire du CO2 ou du méthane qui va causer le changement climatique. Mais on n'a pas suivi, on va dire, l'approvisionnement ou le stockage de ce digestat. Je pense, on n'a pas retrouvé ça dans la littérature, mais je pense que ça peut être intéressant si vous avez des informations sur comment ça se passe et des idées sur à quel point ça peut être impactant, parce que peut-être aussi qu'on a mis quelque chose qui était important, ce serait intéressant. Donc, si vous avez des articles ou des ressources là-dessus, on est preneuse. Merci, Julien, pour votre remarque. En effet, avec ces hypothèses qui ont été prises en compte, voici ici donc un graphique qui représente l'ensemble des impacts environnementaux et aussi des possibles bénéfices associés aux technologies de fin de vie. Donc, dans les 4 premiers cas, donc les 8 premières barres d'histogramme, on voit donc ce que je vous ai présenté sur la digestion anaérobique. Et ensuite, on peut le comparer à la digestion par la mouche soldat noire. On voit qu'on a quand même proportionnellement plus, c'est pour une même quantité de déchets digérés, on a plus d'impact sur l'environnement avec Black Soldier Fly, et c'est notamment dû aux émissions durant la digestion de déchets organiques. Et les bénéfices environnementaux sont légèrement inférieurs à la digestion anaérobique. Donc, c'est vrai que je pense que le Black Soldier Fly a quand même plus d'aisance de mise en place, mais d'un point de vue environnemental, si on a de quoi, si on a l'infrastructure pour utiliser le biogaz et si on est en milieu rural où on peut vraiment réutiliser les digestats automatiquement, la digestion anaérobique semble préférable. Après, selon les contraintes locales, on va forcément avoir l'un qui se démarque par rapport à l'autre. Et ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est à la Evelyne, suite de... Oui, oui, juste pour ajouter en fait que oui. les données qui ont été analysées, c'est des données génériques. Mhm, Donc, bien sûr, à partir du moment qu'on a des données spécifiques, on pourrait venir aussi adapter les modèles et avoir peut-être des impacts qui sont moindres et des bénéfices qui seront plus intéressants. Mais voilà, ça, c'est des données qui ont été à notre disposition au moment du projet. Faut voir aussi ça en tenant en compte la qualité des données qui ont été utilisées en amont, qui sont aussi présentées dans les livrables 5.1 et 5.2 mhm, de projet Biofoyeman. Désolée. Vas-y. exactement. Non, non, très bien. J'ai fait bien de le notifier. C'est vrai. Donc oui, on a beaucoup d'hypothèses qui ont été faites. C'est important de bien prendre en compte. On s'est basé sur des articles scientifiques disponibles sur Internet, mais on n'a pas de retour direct d'expérience ou ni de mesure directe. Donc en effet, c'est important de le notifier. C'est de même on a fait la même type d'étude pour le compost industriel et le compost de ménage, on va dire, à l'échelle plutôt ménage. Et donc, en fait, vous pouvez voir sur les barres d'histogrammes qui en suivent que pour le compost
industriel et le compost à la maison, on va avoir donc des émissions donc pour le compost industriel, ça va être des émissions dues au fait que les déchets organiques, quand ils vont se décomposer dans la nature, ils vont émettre du CO2 et du méthane. Donc on va avoir une pollution à cause de cela. Ils vont aussi émettre des effluents qui vont pouvoir polluer les sols, etc. Mais aussi, dans le cadre du compost industriel, on va avoir une pollution qui provient de l'infrastructure et de la maintenance, donc tout ce qui est la machinerie pour entretenir ce compost industriel et pour toute une question de logistique. Et puis, donc, un compost plutôt à l'échelle d'un ménage. Donc, ça va être au fond d'un jardin, un endroit précis, où là, on va avoir des émissions du coup légèrement ailleurs parce qu'on ne va pas avoir les émissions suite à l'entretien de l'infrastructure. Mais voilà, après, ça peut être plus ou moins contrôlé. Et enfin, pour pouvoir comparer l'impact de ces fins de vie par rapport à, par exemple, à la décharge à ciel ouvert, qui est donc dont les impacts sont représentés tout à droite, on peut voir que, donc malheureusement, dans les modèles actuels, l'impact de la décharge à ciel ouvert sont sous-estimés. Mais en tout cas, les solutions de fin de vie identifiées dans le projet ont des impacts inférieurs ou équivalents à une décharge à ciel ouvert sur l'environnement, mais en plus de ça, produisent des coproduits qui vont, eux, avoir des bénéfices sur l'environnement parce qu'ils vont éviter la production d'autres ressources. Donc, globalement, ces solutions de fin de vie, c'est des bénéfices environnementaux. Mais ça peut aussi être des bénéfices économiques, parce qu'on va éviter l'achat de ce biogaz, de cette nourriture animale, etc. Donc c'est aussi intéressant par rapport à ça. Et ça va être une solution, bien sûr, de gestion des déchets locaux, des déchets organiques et des plastiques biodégradables qui, notamment, ont été identifiés lors du projet Bio for Human. Donc c'est une solution de fin de vie plutôt intéressante. Ensuite, par rapport au webinaire que nous avions eu la dernière fois, on avait eu la remarque, bon, on a des solutions de fin de vie, c'est bien, mais avec les solutions actuelles simples, comment est-ce qu'on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pendant un compost, on va dire, plus classique qui nécessite euh, une installation moins importante. Donc, en fait, on a fait une étude par rapport à ce sujet-là. Ce qui va faire qu'on va avoir des émissions de méthane quand on composte des déchets, c'est le fait qu'on va avoir un accès à l'oxygène qui va être limité au sein du compost. Donc au sein du compost, il y a des bactéries qui vont pas pouvoir survivre et qui vont pas pouvoir digérer le déchet proprement. Et les bactéries qui vont, elles, survivre, ce sont des bactéries qui vont qui sont, elles, méthanogènes et qui vont en fait digérer les déchets et au lieu de réémettre du CO2, vont plutôt émettre du méthane. Et ce méthane-là, il a un pouvoir de réchauffement climatique beaucoup plus important que le CO2, avec un coefficient environ 30 fois plus polluant que le CO2. Donc, en fait, ce qui va jouer, ça va être d'aérer le compost. Donc, en fait, avec une aération régulière du compost, en le retournant régulièrement, on va pouvoir apporter de l'oxygène au sein du compost, limiter l'humidité aussi, qui va elle-même limiter l'accès à l'oxygène au sein du compost. Et en fait, ça va réduire l'activité microbienne qui va produire du méthane. Donc ça, c'est un bon moyen de limiter l'impact climatique du compost, l'impact sur le climat du compost. Ensuite, pour améliorer aussi l'accès à l'oxygène, il y a une solution plutôt structurante où on peut alterner des déchets humides avec des déchets secs, donc plutôt des déchets d'agriculture type paille, déchets de tiges, etc., qui seront secs et qui en fait vont améliorer la porosité et qui va permettre au compost de respirer et d'émettre du CO2 plutôt que du CH4. Et enfin, on a l'ajout de biochar. Alors, s'il y a du biochar qui est produit légalement, donc c'est du charbon végétal, ça va améliorer aussi la structure du compost et favoriser les bactéries qui vont produire du CO2 plutôt que du CH4 et ça va inhiber en fait les bactéries qui sont méthanogènes.
Donc, voilà pour des solutions simples à mettre en place, peu coûteuses et qui peuvent vraiment avoir un impact positif sur l'environnement. Il y a aussi des solutions avec l'ajout de certains produits chimiques qui vont modifier le pH du compost, etc., qui vont limiter la prolifération d'espèces méthanogènes. Mais dans le cadre de notre projet, on n'a pas effectué l'impact environnemental de la production de ces produits chimiques-là. Donc, on ne saurait vous dire directement si c'est vraiment un avantage environnemental ou pas. Mais, et on ne pourra pas non plus vous indiquer vraiment sur le prix. Donc, voici des solutions simples à mettre en place pour aussi limiter l'impact de vos composts. Est-ce que là-dessus, vous avez des remarques ou des questions? Dans ce cas, je pense qu'on peut passer donc à la suite. Donc, ça va être notre conclusion. Donc, dans le projet Bio for Human... Ah, pardon, je vois une question de Eric. Eric, vous pouvez prendre la main. Ou écrire dans le chat si jamais Oui, vous avez un j'avais problème une de petite micro. question Ah, je vous entends bien. d'abord. Quel Mhm. serait l'intérêt des déchets de digestion anaérobique? C'était ça ma première question. Et j'avais aussi une autre préoccupation. L'intérêt L'intérêt des déchets de par digestion rapport... J'ai pas anaérobique compris. une fois produits dans nos communautés. Pardon, en fait, C'était ça? ça s'est coupé. Est-ce que vous pouvez Je répéter? pense avoir entendu la question. Ah, Donc, les d'accord. bénéfices de la digestion anaérobique, c'est vraiment cette production de biogaz et de fertilisants qui viendrait comme un bénéfice. Donc, au lieu d'utiliser du gaz naturel, par exemple, on va venir utiliser les biogaz qui viennent des déchets, des traitements des déchets. Et l'autre bénéfice, ça serait d'empêcher que de- de déchets organiques arrivent dans les milieux naturels. Donc, c'est un type de traitement qui est quand même euh, figé, en fait, dans une infrastructure. Donc, ça va empêcher d'aller dans un milieu naturel et avoir d'autres impacts sur les milieux naturels. Parce qu'à partir du moment qu'on a, par exemple, beaucoup de fertilisants dans le milieu naturel, c'est un exemple, hein, on peut venir avoir de l'eutrophisation. Donc, on va venir enlever, empêcher la possibilité de respirer des poissons, par exemple. Donc, c'est juste un exemple qui peut arriver. Donc, c'est une façon d'empêcher l'impact environnemental si on vient traiter par de la digestion anaérobique. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui. Merci beaucoup. Super. Je vous en prie. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet pour rebondir là-dessus ou... En attendant des prochaines questions, je vous propose, pour conclure sur ce qui vous a été présenté aujourd'hui, donc c'est vrai que le projet Bio4Human étudie dans quelle mesure les solutions biosourcées peuvent aider à la réduction des impacts environnementaux locaux dans le secteur des aides humanitaires. Donc la semaine dernière, on avait vu que on avait identifié des solutions vraiment d'emballage qui étaient biosourcées et biodégradables. Et maintenant, aujourd'hui, on a répondu à ces solutions biodégradables, qu'est-ce qu'on en fait? Et on a pu voir ici qu'on pouvait soit les mettre en compost, donc là c'est le plus facile à mettre en place avec les composts industriels ou ménagers. Et enfin, est-ce qu'il y a une question? Oui, je vois qu'il y a une question. Non? Alors, bon, je vais continuer. Donc, c'est
qui va produire le biogaz et le fertilisant, tout comme la conversion par la mouche soldat noir. On va avoir le fertilisant et la nourriture animale. Et ces solutions de fin de vie sont toujours préférables au scénario actuel de fin de vie avec les décharges à ciel ouvert. Non seulement on évite des impacts environnementaux importants, on produit des coproduits et on évite la dispersion de plastique dans la nature. Donc, voici les avantages de ces solutions-là. Je vois que Justin a une question. On peut passer aux questions maintenant, c'est assez libre niveau sujet. Allez-y, du coup. Je Christine. vois qu'il y a une... Ah oui, Merci beaucoup pour la parole accordée. Moi, c'est Justin Didi. Je suis étudiant en première année de master. J'habite à Bukavu, précisément, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Mhm. Euh, euh, moi, je crois que je veux d'abord vous remercier pour ce webinaire. En fait, ça a été bénéfique pour nous. Ça a ajouté quelque chose à notre connaissance. En tout cas, nous vous remercions pour tout ça. Le lien de la formation ou du webinaire a été partagé par un collègue. Alors, il m'a dit, en tout cas, ça serait très, très important que tu puisses participer parce que on sait que je sache avec le contexte actuel du pays, surtout nous qui vivons ici à l'Est, nous avons peut-être essayé une opportunité pour nous si on a le temps et les occasions de mettre tout ce qu'on vient d'apprendre en pratique. Alors, euh, euh, je n'avais pas de questions par rapport à aujourd'hui parce que j'étais là depuis le début jusqu'à la fin. Je puis participer. Bon, je veux dire que certainement quelque part, oh, quelque part, les termes m'échappaient. Alors, bon, mais quand même, je crois que je pourrais me rattraper parce que je prenais bonne note quelque part. bravo. Euh, ce que je, ce que je pourrais demander seulement, c'était de savoir, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir les modules qui ont été utilisés aujourd'hui? Surtout parce que nous n'avons pas été là depuis le début. Donc, pour le premier jour, je n'étais pas là, en fait. Au moment de l'introduction, je n'étais pas là. Alors, je voulais savoir Mhm. s'il y aurait possibilité de pouvoir nous accorder la chance de trouver ces modules que vous partagez. Peut-être que ça pourrait aussi nous aider pour quelques points dont nous n'avons pas eu Mhm. beaucoup de connaissances. Et peut-être ça peut aussi nous servir de quoi? Des références, en fait, pour Mhm. des recherches futures ou Oui. des autres choses à faire dans le futur. Merci. Oui, donc on vous partagera le contenu du webinaire, donc les différentes diapositives, mais aussi le webinaire est enregistré, donc sera mis sur le site de Bio4Human. Et aussi sur le site, vous pourrez directement trouver les différents délivrables, où là, il y a chacune de nos études qui sont présentées plus en détail, avec les différentes hypothèses qui ont été prises en compte pour notre modélisation environnementale. Et donc, ça pourra vous aider aussi comme futur support pour implémenter ces solutions-là. Mais merci pour votre retour très positif, en tout cas, c'est très agréable. Merci. D'accord, merci. Oui, je vois qu'il y a Autre la main question? levée de la part de Sadi. Oui, bonsoir. 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 Nous, c'est Crispin Kayumbu, superviseur agronome au CEDISADI. D'accord. Et ça, oui, et SADI, ASBEL, c'est une fédération des organisations de femmes et jeunes entrepreneurs en RDC. Nous sommes en train de mettre en œuvre un projet dans le sens, un projet à biogaz au niveau de la province du Sud Kivu.
Et le projet en soi est accompagné par l'OVE Coopération et l'Union européenne. C'est un projet axé sur 4 volets. Et comme le projet est axé sur 4 volets, notamment la protection environnementale, la sécurité alimentaire, la cohésion sociale, mais aussi l'assainissement, nous sommes en train de nous heurter à certains défis, à certaines difficultés. C'est pourquoi j'ai levé la main pour poser la question avant de donner les détails de ce que nous faisons. En fait, nous avons installé des digesteurs et c'était des digesteurs que nous avons installés dans le cadre de sensibilisation communautaire. Mais les besoins de la population a accru jusqu'au point que la population sollicite à ce que les biogaz ne soient pas consommés directement, qu'ils soient stockés. Alors, ma question était de savoir, est-ce qu'il y a la possibilité de stocker les biogaz en bouteille afin de les commercialiser? Merci. Alors, personnellement, moi, je n'ai pas l'expérience pour ça, malheureusement. Je ne sais pas si Carolina, peut-être tu as une meilleure idée. Ouais, non, on n'a pas analysé cette partie-là du stockage du biogaz après la digestion anaérobique. On s'est vraiment concentré sur les traitements et les possibilités de bénéfices qu'on pourrait avoir. On n'est pas parti, on n'a pas agrandi les scopes de ces traitements, malheureusement. Mais on peut demander, on a des partenaires du projet qui sont spécialistes de ces solutions-là et qui ont identifié les digesteurs qu'on vous a présentés et peut-être qu'ils sauront vous répondre par mail lors du retour. On pourra peut-être vous spécifier en fonction du retour s'il y a des solutions par rapport à ça qui existent. Ah, d'accord. Parce que N'hésitez pas. Oui. Allez-y. N'hésitez pas à envoyer du coup un email à l'email qui est sur votre écran. Comme ça, on pourra vous répondre directement avec plus d'informations. Bien d'accord. Parce que notre idée était de réduire la pression sur le parc national de Kahuzi-Biega qui était déjà menacé par la population riveraine. Et nous avons mis en place un projet de sensibilisation communautaire sur la valorisation des déchets animaux biodégradables afin de produire les biogaz en remplacement du bois de chauffe. Alors, quand on a commencé le processus, l'idée était d'installer les digesteurs et à côté des digesteurs, installer des unités de multiplication des porcs de race. Quand on est arrivé à la production de biogaz, la population a apprécié du point qu'elle a voulu transformer, elle a voulu faire ces biogaz, du business dans ces biogaz. C'est pourquoi ils ont sollicité à ce que nous étudions la nouvelle technologie de stockage. Merci de différentes réponses que nous allons recevoir de votre part qui nous permettront d'avancer aussi. Merci. Merci pour votre remarque. J'espère qu'on pourra répondre à vos besoins et que ça sera adapté aussi à vos contraintes locales. Merci. Oui, Louange. J'ai juste une question de curiosité. Je vois que le projet Bio for Human se focalise beaucoup plus sur les produits biosourcés. Juste savoir si il y a une étude qui a été effectuée en amont ou qui s'effectue déjà. Parce que généralement, je trouve qu'il y a un petit problème au niveau local où toutes ces technologies sont censées être effectuées. Et le problème, ça se pose au niveau de la durabilité.
je trouve qu'on peut trouver des produits qui n'ont pas assez d'impact environnemental ou qui peuvent être facilement adoptés au niveau des différentes communautés. Mais est-ce que leur compétitivité par rapport aux produits similaires, cet aspect-là a déjà été étudié ou comment? Parce que, par exemple, quand je prends le produit communément appelé biochar, il y Mhm. a, il y a les braises à base du charbon qui sont très compétitifs. Quand je prends les biogaz, il y a d'autres produits comme les butanes, hein, qui sont très compétitifs sur les marchés. Nous qui sommes dans le secteur de la mouche soldat noire, quand nous prenons les larves de la mouche soldat noire, certainement qu'il y a premièrement des produits de nourriture que l'humain mange, par exemple les soja et tout ce qui va avec, la farine de poisson, qui sont des produits compétitifs. Et même il y a d'autres produits qui viennent des frontières, mais qui sont très compétitifs par rapport aux technologies qui sont en train d'être adoptées localement. Que prévoient les projets ou euh, que conseillez-vous aux gens qui sont déjà dans les domaines? Parce que c'est ça les grands challenges pour les entreprises locales qui sont focalisées dans les produits biosourcés ou les produits qui n'ont pas assez d'impact environnemental dépendamment d'autres. Carolina, je pense que tu as le meilleur recul pour répondre à cette question. Oui, alors, on est en train d'analyser on va faire une analyse des coûts aussi du cycle de vie et faire cette comparaison sur les items ou les emballages qui sont remplacés, et voir si c'est faisable ou pas. Après, au niveau de la durabilité, euh, on essaye de voir ce qui est décrit. Mais on n'a pas du vécu pour savoir si c'est vraiment au même niveau durable ou pas. Donc, il y a plusieurs couches en fait pour votre réponse, mais effectivement, on essaye de voir les coûts. Après, au niveau des solutions de fin de vie, euh, on va venir produire des solutions qui est du biogaz. On va venir pas remplacer par de l'achat du biogaz. Donc, effectivement, on va venir comparer au butane en tant que gaz naturel. Mais donc les coûts du butane vis-à-vis du coût des productions, donc ou des traitements de fin de vie euh, des déchets organiques à travers euh, la mouche soda noire, par exemple. Mais il faut prendre tout en considération que c'est pas que la production du gaz, c'est aussi les traitements des déchets. Aujourd'hui, on a essayé de collecter aussi des informations sur les coûts entre guillemets, associé à la fin de vie, au traitement de fin de vie des gestions des déchets. Avec les aides humanitaires, on a un petit peu des problématiques là-dessus parce que il y a pas, il y a certains composants qui ont des coûts associés, d'autres il n'y en a pas forcément, et c'est pas si clair. Donc, on ne peut pas comparer malheureusement les coûts d'implémentation de traitement avec la mouche soda noire parce qu'il y a un coût de traitement de fin de vie, mais il y a aussi, on peut associer un coût euh, associé à la production du biogaz et à la production des fertilisants, par exemple. Donc, il faut voir tous les scopes, les frontières qu'on va venir analyser. Donc, pour la partie analyse des coûts, on a un rapport, un livrable qui est dû aussi à fin février, qu'on est en train d'élaborer. Donc, si vous êtes intéressé, on va partager aussi sur les sites web de projet Biofoyoman. On pourra aussi vous envoyer des informations quand ça sera disponible. Et Je sais pas, aussi, si je ne me trompe pas, il y a... j'essaie de répondre. Je pense que c'est ça. Et puis aussi, si je me trompe pas, il y a aussi une étude de faisabilité qui est faite par PIN,
qui est présent aujourd'hui et qui va permettre d'étudier aussi à quel point c'est facile, on va dire, d'implémenter ces solutions sur place ou pas. Je pense que Julien saura vous dire plus grandement en quoi cela consiste, mais c'est un point qui est étudié aussi. Merci beaucoup, chère Caroline. J'ai posé cette question parce que pour notre cas, nous nous sommes heurtés à ce genre de problème, même si nous nous sommes beaucoup focalisés dans la technologie de la mouche soldat noir. Et en termes de solutions provisoires, nous nous sommes dit que c'est mieux qu'un entrepreneur puisse voir comment tirer profit de toute la chaîne des valeurs. Par exemple, pour quelqu'un qui fait la mouche soldat noir, il est beaucoup plus focalisé dans la collecte des déchets, leur traitement. À part les traitements, il y aura aussi les produits qui sont à la fois les larves, il y a les engrais. Donc, c'est premièrement de voir comment tirer profit, premièrement, du système de collecte des déchets. Deuxièmement, de revenus ici de produits à la fois des larves et des engrais. Et peut-être cela serait le cas pour d'autres produits, hein, pour d'autres produits comme les biogaz ou comme les biocharbons, même si certainement que dans les systèmes, il y a quelques soucis, il y a quelques problèmes, mais avec l'évolution du projet, je crois qu'on aura une réponse efficace à cela. Merci. Merci pour votre remarque. Je pense qu'il n'y a Euh, de questions. Du coup, on vous remercie tous d'être présents à ce webinaire aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Ah, oui, ça a levé la main, mais ça a levé. Du coup, je ne sais pas. je pense que Bah, c'est bon. vraiment, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à entrer en contact par mail. Donc, nos emails, ils sont aussi partagés dans la conversation et aussi à l'affiche de votre écran. Donc, n'hésitez pas. Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et à bientôt. À bientôt. Bonne fin de À journée. bientôt. Au Merci, revoir. Au merci. revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, bonsoir.